Bonjour et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Pour ce 6e épisode, déjà, nous sommes à nouveau en direct afin de vous permettre de réagir et de proposer des questions. Nos deux invités aujourd'hui ont des points de vue tout à fait intéressants sur les problématiques de la raison d'être. Sandra Gobert est administratrice déléguée de Guberna, l'Institut des administrateurs belges. Pour elle, les organisations du XXIe siècle ont besoin de structures de gouvernance inclusives à partir desquelles des personnes engagées, compétentes et courageuses peuvent façonner l'économie de demain. Sébastien Crozier est, lui, expert du secteur des télécoms et président du syndicat CFE-CGC d'Orange. Il dirige aussi Orange Horizon en charge du développement d'activités commerciales à l'international. Il va pouvoir nous donner un éclairage interne sur la co-construction de la raison d'être du groupe Orange. Merci à vous deux d'avoir accepté cet échange dans Purpose Info. Depuis le vote de la loi Pacte, les raisons d'être et les finalités d'une entreprise provoquent des débats sans fin. J'ai trouvé donc très intéressant de vous réunir pour donner deux points de vue que je trouve complémentaires. L'un peut-être plus théorique sur la nécessité de faire appel à la raison d'être et l'autre peut-être plus ancré dans les réalités du vécu en entreprise. L'idée de ce débat est de faire avancer notre réflexion à tous sur le sujet, comme à chaque Purpose Info. Donc pour démarrer l'échange, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est la place du profit dans les finalités d'une entreprise? Madame Gobert, si vous voulez commencer. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Clarence, de cette introduction et merci de l'invitation. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous et d'avoir aussi l'honneur d'être à côté de Monsieur Crozier. Donc, enchanté également, Monsieur Crozier. Ça me fait très plaisir de pouvoir mener ce débat avec vous et je pense que ça va être passionnant. Alors, pour revenir à votre question, je pense qu'on a fait un long chemin sur le profit depuis les Triple P, People, Planet, Profit de Elkington. Et je pense qu'aujourd'hui, il est établi pour la plupart des organisations que le profit n'est pas le seul but de l'entreprise et que l'entreprise aujourd'hui mène une mission qui vise la création de valeurs durables et que donc le profit en fait partie évidemment parce qu'une entreprise qui ne fait pas de profit n'est pas non plus durable. Donc c'est un ensemble d'éléments. L'entreprise a plusieurs rôles à jouer dans la société et pour jouer ces rôles, évidemment, il est obligatoire que l'entreprise connaisse un certain rendement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, il est clairement établi que People, Profit et Planet jouent tous les trois un rôle très important dans la mission de nos entreprises. Je vous remercie, Sandra. Sébastien, si vous voulez enchaîner sur votre propre vision. Moi, je reprendrai et je repartirai des déclarations de Milton Friedman qui, dans la fin des années 70, disait que la responsabilité sociale d'une entreprise, c'est de générer des profits pour l'actionnaire. Donc, évidemment, 40 ans après, on peut penser qu'on est toujours éloigné de cette position, mais ce n'est pas une position qui a encore complètement disparu. Au-delà de ça, ce qui est intéressant de constater, c'est que les plus grands fonds dans le monde, qui représentent, en tous les cas, qui représentent à peu près entre 40 000 et 50 000 milliards de dollars de capitalisation, ont en tous les cas signé une charte, ont demandé aux États de s'engager pour que des questions aussi importantes que les questions climatiques ou des mesures soient prises pour que même si ça devait altérer diminuer la profitabilité des entreprises, il n'en reste pas moins que ces considérations environnementales soient prises en compte et soient définies comme des objectifs, voire des objectifs coercitifs, parce qu'il en valait, il en dépendait en quelque sorte de la valeur de leurs actifs. Donc, on voit bien qu'en fait, aujourd'hui, on a une dialectique qui est en train de se produire entre la logique du profit court terme et la pérennité de l'investissement
et des profits à long terme. Est-ce que pour autant, on est passé dans une vraie rupture avec l'idée qu'une entreprise a une mission sociétale et s'inscrit dans un projet global de la vie d'un pays ou de la vie de pays, puisque j'en profite pour dire que je suis ravi de discuter avec Mme Gobert qui vient d'Outre-Quiévrain, comme on dit en France. Et en fait, cette question-là, elle reste posée. Et c'est un débat qui est un peu décalé. La forme même des entreprises, en tous les cas dans le modèle français, mais c'est aussi vrai dans le modèle européen, définit la finalité des entreprises, ou en tous les cas des agents économiques. Une entreprise à capitaux a des actionnaires. Une mutuelle a des adhérents. Et donc, une mutuelle, elle ne va pas rentrer dans une logique de profit, mais dans une logique de mutualisation. Et sa finalité, c'est la protection des individus par l'appartenance de ces individus à un collectif. Une coopérative, c'est la mise en commun de moyens de production pour faire que ceux qui appartiennent à la coopérative puissent disposer de la moissonneuse-batteuse ou d'autres éléments. Et une association, c'est encore un autre mode et on a des activités économiques qui sont gérées sous des modes associatifs. Donc, on voit bien qu'en fait, la forme même de l'agent économique détermine en réalité sa finalité. Et donc, une entreprise, elle a des capitaux, elle a donc pour finalité d'assurer un retour de rentabilité sur ses capitaux et donc difficile d'imaginer que sa finalité première ne soit pas le profit. Est-ce que je peux réagir, Clarence, ou je dois attendre Je vous en prie. Que vous me reposez une question. Voilà. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre, Sébastien, si je peux vous appeler Sébastien. On voit en tout cas en Belgique, mais le cadre réglementaire n'est pas entièrement le même qu'en France, qu'il y a vraiment moins de fossé, je dirais, entre l'association d'un côté et la société commerciale, notion qui n'existe d'ailleurs plus en droit belge de l'autre côté, et que donc, en fait, on voit vraiment que les deux se mettent tout doucement plus ensemble. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je ne me prononce pas. Donc, d'ailleurs, on utilise aujourd'hui en droit des sociétés belges la notion entreprise, tant pour les associations que pour les sociétés commerciales. Donc, évidemment, la différence est encore qu'aujourd'hui, l'association, elle a un but idéal qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire pour la société commerciale à proprement dire. Donc, ni juridiquement, ni, je pense, économiquement, l'un n'empêche l'autre. Je veux dire, on peut parfaitement bien réaliser des profits pour ses actionnaires et je pense même de manière plus durable en tenant compte d'autres considérations. Je pense que c'est ça le message que nous essayons de faire passer, en tout cas en gouvernance belge aujourd'hui. C'est d'ailleurs, bon, je pense qu'on va encore y revenir, mais dans notre code de gouvernance d'entreprise 2020, dit textuellement que le conseil d'administration d'une société poursuit la création de valeur durable, donc pas uniquement le profit à court terme pour les actionnaires. Merci. Moi, je suis assez d'accord. La définition des agents économiques est une définition que j'ai essayé de donner 4 exemples, hein, coopérative, mutuelle, association, entreprise, qui évidemment est très segmentante. Bien sûr, on a des modèles hybrides. On a aussi, par exemple, des modèles très différents. Par exemple, on peut avoir tout à fait une fondation donc, qui a une mission caritative, qui va posséder une entreprise et donc qui va être l'actionnaire de référence. Et donc, la finalité de la fondation en tant qu'actionnaire ne va pas être la maximisation du profit pour la fondation, puisque la fondation assure ses missions caritatives dans un cadre défini. Donc, bien sûr, les modèles que j'ai décrits sont des modèles, on va dire, très, très structurés. Au milieu, il existe toute une série de situations intermédiaires. L'existence de fondations qui possèdent des entreprises, et c'est vrai
pour quelques cas, hein, si on prend Ikea, si on prend quelques autres entreprises comme ça, on a bien sûr des fondations. Et donc, les finalités ne sont pas les mêmes et visent d'abord à assurer la pérennité de l'entreprise, à assurer la pérennité de la mission qui est assurée par la fondation, indépendamment de la logique purement actionnariale. Donc, bien sûr, on a des nuances. Bien sûr, on peut essayer de tirer les entreprises vers des dynamiques plus positive et moins arc-boutée sur la logique de génération de profits court terme. On voit d'ailleurs un certain nombre d'investisseurs préoccupés par cette logique du court terme qui peut être extrêmement destructeur pour l'environnement. Donc forcément, les questions de gouvernance arrivent à en être posées. Il n'en reste pas moins qu'on voit aussi des fonds activistes, hein, et en France, nous connaissons en ce moment une crise tout à fait signifiante sur une entreprise qui, en l'espèce, est Danone, où un fonds activiste dit profit pas au rendez-vous, mission sociétale, ce n'est pas ma préoccupation. Moi, en tant qu'actionnaire, j'exige un taux de rentabilité, une amélioration de cette rentabilité. Donc oui, il y a des débats assez vifs au sein effectivement de ce qu'on pourrait appeler le groupe des agents économiques que sont les entreprises sur comment en fait comment la gouvernance s'organise. Il n'en reste pas moins qu'on a toute une série d'acteurs qui pensent encore que majoritairement une entreprise est là pour générer des profits et servir son actionnaire. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas des volontés d'une partie des acteurs de vouloir faire évoluer cette position. Bien sûr, je suis d'accord avec vous aussi. Hein. Ce n'est pas non plus des bisounours. Hein. Donc, effectivement, l'actionnaire, sans actionnaire, il n'y a pas d'entreprise. Hein. Il n'y a pas de société sans actionnaire. Donc, il faut l'actionnaire et l'actionnaire, il veut un rendement, c'est sûr. Donc, je pense qu'il faut effectivement essayer de optimalement combiner les deux. Si on veut que ça dure, en tout cas. Merci à vous deux. Alors Sandra, est-ce que vous avez commencé à me parler un petit peu? Est-ce que vous pourriez nous donner un éclairage sur la situation en Belgique? En France, nous avons eu la loi Pacte dont j'ai un peu parlé au tout début. Est-ce qu'il y a un équivalent belge? Je crois qu'il y a un nouveau code des sociétés. Oui, et on dit souvent, et voilà, mon mari est français, donc voilà, je le dis avec beaucoup de bienveillance, quand il pleut à Paris, hein, il pleuviote à Bruxelles, donc on a effectivement un nouveau code des sociétés des associations qui est entré en vigueur l'année passée et qui s'est inspiré, et puis c'est pas uniquement inspiré de la législation française, mais il y a quand même aussi introduit dans le nouveau code une disposition qui permet de définir pour la société, donc comme je le disais déjà, l'association, la distinction principale reste que l'association a un but réel, mais on peut définir maintenant dans le cadre du nouveau code pour la société commerciale aussi un autre but que générer du profit pour ses actionnaires. Donc, en fait, pour vous dire textuellement, la loi dit que la société, elle a plusieurs activités, etc. Et un de ses buts est de distribuer ou de procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect. Donc, le but patrimonial reste obligatoire pour la société commerciale, mais on peut rajouter un autre but qui sera évidemment défini par les actionnaires. Parce que ça, c'est une question importante. Hein. Il appartient à qui de définir cet autre but? Il appartient bien évidemment aux actionnaires de définir ce but complémentaire et de le décrire, et évidemment avec les majorités qui sont requises pour modifier les statuts de la société. Donc, il y a quand même une certaine inspiration de la loi Pacte, et donc on a créé aussi une sorte d'entreprise à mission, même si on va légalement combiner cette mission avec un but qui est un but de profit pur. Merci beaucoup, Sandra. On va essayer de passer à un exemple pratique avec Orange. Sébastien, pourriez-vous détailler en quelques points la réflexion qui a eu lieu chez Orange et je crois la déception, on en avait déjà un peu parlé ensemble, engendrée par le caractère assez cloisonné de l'exercice de co-construction dont s'est vanté Orange médiatiquement?
Tout d'abord, je parle au nom de l'organisation syndicale que je représente pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On est naturellement une des parties prenantes du dialogue et je partage complètement l'avis de Sandra, qui m'appelle Sébastien, donc je l'appelle Sandra, et de dire qu'une entreprise, en fait, n'existe que par le maintien d'un équilibre entre, d'un côté, bien sûr, les actionnaires, mais aussi les personnels et, enfin, n'oublions pas, les clients. Sans cet équilibre-là, l'entreprise n'a pas de pérennité. Quand on se fixe l'exercice, de la question de la raison d'être chez un opérateur, et en particulier chez un opérateur comme Orange, on est confronté à une question très complexe. Parce qu'il s'agit en fait de regarder en fait d'abord ce qu'est un groupe international, et on s'aperçoit qu'un groupe international présent dans un certain nombre de pays, et c'est tout à fait amusant puisqu'en fait Orange est aussi présent en Belgique, et vous allez d'autant plus comprendre mon propos. Les groupes qui sont internationaux n'ont pas les mêmes positions dans tous les pays. Donc, la raison d'être, le dénominateur commun qui va légitimer l'action, la mission de l'entreprise est forcément le plus petit dénominateur commun. Et dans les opérateurs en télécom, il y a une caractéristique un peu particulière, c'est que nous sommes issus d'une histoire qui est une histoire de la téléphonie fixe, donc de la logique du monopole. Alors évidemment, ça peut faire sourire, puisqu'il faut savoir que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les opérateurs télécoms fixes étaient en concurrence, sauf qu'ils n'étaient pas interconnectés entre eux. Donc, vous deviez choisir un des opérateurs sur la base en fait, de l'annuaire et des personnes que vous pouviez contacter, et que dans certains cas, vous aviez 3 téléphones différents, puisqu'il fallait que vous puissiez joindre les correspondants qui avaient tous le téléphone, mais qui n'avaient pas le même opérateur et qui n'étaient pas interconnectés. Donc, évidemment, la situation était assez loufoque, et on est rentré dans un processus de nationalisation et qui a conduit à ce qu'on fusionne les réseaux, qu'on ait un seul réseau et que finalement, on ait un opérateur téléphonique fixe unique qui s'appelle l'opérateur historique. Dans la quasi-totalité des pays, les opérateurs fixes, en tous les cas, on va dire des pays, on va dire plus généralement de l'OCDE, se sont trouvés en situation de monopole, se sont trouvés en situation d'investissement dans les activités fixes. Et puis, à partir des années 1984, on a vu aux États-Unis et en Grande-Bretagne, puis ensuite dans la vague de 1998, qui est la libéralisation des télécoms en Europe, la disparition de ces monopoles. Et donc, évidemment, une entreprise comme Orange, qui est à la fois issue d'un monopole d'État, dont la finalité est quand même d'apporter le téléphone à chacun des concitoyens, indépendamment de la complexité, pour tirer les câbles, pour tirer les fils de cuivre pour aller à son domicile, avait une mission nationale, avait une mission de service public et d'intérêt général. Lorsque la concurrence est arrivée, certes, elle a commencé sur la téléphonie mobile. Aujourd'hui, elle est sur la fibre. Donc, tout le monde commence à tirer des fils dans tous les sens. Tout le monde commence à être mis en situation de concurrence. Et au final, la préoccupation des acteurs, le régulateur d'ailleurs, lui-même le dit, la finalité n'est plus de couvrir la totalité du pays. La finalité n'est plus de faire en sorte que chacun de nos concitoyens dispose d'une connectivité à son domicile. Donc déjà, premier problème, l'opérateur historique, dans sa raison d'être, mission de service public, intérêt national, se trouve mis en cause dans sa propre existence, puisque soumis à un processus de privatisation de surcroît qui l'amène à être à la fois en situation de concurrence, à perdre sa mission de service public et donc à rémunérer ses actionnaires.
Mais là où la situation s'aggrave, c'est que ces groupes, en tous les cas, ces opérateurs historiques, alors c'est la même chose pour Deutsche Telekom, c'est la même chose pour Telefonica, se trouvent dans une situation où ils font l'acquisition ou se développent à l'international. Et comment ils se développent à l'international? En faisant l'acquisition de fréquences hertziennes, de licences, d'opérateurs, le cas échéant d'opérateurs fixes, ils déploient eux-mêmes et leur préoccupation n'est absolument pas du tout de conserver la mission d'intérêt général, de conserver la mission de service public, de faire en sorte que toute la population ait un accès téléphonique, mais de faire en sorte que nous soyons dans une sorte de maximisation du profit et donc avec des investissements prioritaires pour rentabiliser au mieux les investissements. Et c'est là où, en fait, on a une forme de schizophrénie, c'est-à-dire que, et le groupe Orange est dans cette situation-là, c'est dans un ensemble de pays, nous sommes l'opérateur historique, la France, la Pologne, la Roumanie, parce qu'on a fait l'acquisition de ces opérateurs historiques avec cette mission, cette histoire très particulière. Et dans d'autres pays, l'Espagne, la Belgique, où notre préoccupation est de dézinguer, en quelque sorte, l'opérateur historique et de faire en sorte que celui-ci soit soumis à des règles de concurrence extrêmement fortes. On dit au bénéfice du consommateur, oui, mais à contrario, les préoccupations de couverture de la totalité du territoire ne sont plus forcément au rendez-vous. Alors, il se trouve que dans certains pays, c'est plus facile de couvrir le territoire parce que la densité du pays est plus importante. La Belgique fait partie des pays où la densité de population fait qu'il est plus facile de couvrir la totalité du pays et d'assurer une rentabilité. Ce l'est beaucoup moins en Espagne, ce l'est beaucoup moins en France aussi, puisque la densité de population n'est pas là. Et quand, évidemment, un opérateur comme Orange investit en Afrique, sa préoccupation n'est pas une mission de service public, c'est une préoccupation de déploiement d'une infrastructure qui va être là pour générer des profits. Cela ne veut pas dire que parfois le régulateur n'impose pas des obligations de couverture, auquel cas les opérateurs s'y plient. Mais on voit bien que là, on a une dissonance complète entre la logique de rentabilité d'un côté et puis de l'autre côté, la logique de mission qui fait qu'à la fin, un groupe international on arrive à un dénominateur commun extrêmement réduit, qui est de dire, qui arrive à être philosophiquement extrêmement réduit sur le thème d'apporter le numérique à tout le monde ou au plus grand nombre ou essayer d'être le plus inclusif possible, etc. Et qui, en fait, est en complète décorrélation avec cette double situation où, d'un côté, en fait, on essaye de conserver une situation historique de monopole et d'apport des services à la totalité de la population, et de l'autre côté, au contraire, une tentative d'affaiblissement de l'ancien monopole pour organiser une concurrence sans pour autant garantir un accès pour tous. La formule exacte d'Orange, c'est donner, de la raison d'être d'Orange, c'est donner à chacune et à chacun les clés d'un monde numérique responsable. Toujours est-il que ma question portait beaucoup sur la forme, en tout cas, sur la forme de l'exercice. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que vous avez beaucoup parlé du fond. Oui, la forme de l'exercice. C'est fascinant. Le fond est indispensable pour comprendre la forme. Bien sûr. À partir du moment où on comprend cette espèce de logique schizophrénique qui fait que dans un pays, la raison d'être, l'essence, ce qui va rapprocher les parties prenantes n'est pas la même d'un pays à l'autre. La difficulté, c'est comment fait-on tenir en cohérence l'ensemble des acteurs dans l'ensemble des pays. Je ne parlerai pas de la problématique pan-européenne qui fait que nous n'avons pas de marché pan-européen des télécoms et donc que nous sommes en très grande situation de faiblesse et que nous n'avons pas d'ambition pour l'Europe dans le domaine des télécoms, ce qui a des tas d'inconvénients, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ce qui en tous les cas empêche de se projeter au niveau européen et de dire voilà ce que nous voulons pour l'Europe en tant qu'opérateur majeur en Europe. Et donc, en fait, les parties prenantes, quand elles sont associées par rapport à leur environnement qui est le leur, et donc, de fait, vont apporter une réponse
qui va être distincte en fonction des pays dans lesquels vous êtes. Cela ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas un monopole historique, vous n'êtes pas en situation d'apporter des choses extrêmement intéressantes pour des pays. Vous prenez l'exemple d'Orange sur le domaine des activités bancaires et financières en Afrique avec Orange Money. Nous savons qu'au-delà d'apporter de la connectivité, des télécoms, de l'information, des services, Orange Money, c'est aujourd'hui des dizaines de milliards d'euros de transactions, 50, 60, 70 milliards d'euros de transactions qui se font avec du paiement mobile. Et donc, on voit bien que dans ces pays-là où l'offre a été développée, parce que ce n'est pas forcément pour des questions réglementaires le cas de tous les pays, ça va aller au-delà d'apporter les clés d'un monde numérique. Moi, j'ai toujours énormément de mal avec notre raison d'être, tellement je trouve qu'elle est le plus petit dénominateur commun. Pour ces pays-là, le paiement mobile est un formidable facteur de développement, d'inclusion des plus fragiles, parce que tout le monde a un téléphone mobile, tout le monde peut payer, tout le monde peut se balader avec de l'argent sans risque, tout le monde peut, et c'est un facteur de croissance économique, de partage et de redistribution des richesses, et donc ça va au-delà de la question numérique. Bon. Mais comme on est un groupe international, comme on a des filiales dans l'ensemble du monde entier, on se retrouve dans des discussions entre les parties prenantes qui sont forcément très morcelées, qui sont morcelées sur la base des pays et qui donc font qu'à la fin, quand on ramène tout ça dans l'objectif global et final, on a quelque chose de finalement très édulcoré, alors qu'en réalité, dans certains pays, l'ambition est beaucoup plus forte, l'ambition est beaucoup plus noble, et dans d'autres pays, eh ben, effectivement, on est dans une situation qui est de pure profitabilité et absolument pas avec une ambition aussi importante que de favoriser le développement collectif d'un pays. Merci beaucoup, Sébastien. Si vous voulez bien, Sandra, on va passer, si vous avez une réaction, et enchaîner sur les solutions, le volet solutions. Comment garantir qu'un travail sur la raison d'être soit à la fois authentique, crédible, porteur de sens et entraîne des transformations positives? C'est très difficile à appliquer au cas d'Orange, si j'entends bien Sébastien. Je pense que c'est parce que dans les cas d'Orange, maintenant je ne connais pas le détail du cas d'Orange, mais je compare un peu. Il y a des éléments de gouvernance publique qui jouent, hein, les éléments de mission publique dans certains pays, l'historique d'entreprises qui remplissaient cette mission publique, l'historique d'une entreprise qui avait un monopole combiné à des questions de gouvernance interne, de gouvernance au sein d'un groupe ou dans les différents pays. En fait, les raisons d'être ne sont tout simplement pas les mêmes. Et donc, effectivement, ce sont des questions très intéressantes de gouvernance auxquelles je n'ai malheureusement, Clarence, je n'ai pas de réponse toute prête. Hein. Je pense qu'il y a tout un cheminement à faire pour aligner, et c'est ça finalement la gouvernance, c'est aligner tous ces points de vue. Et bon, la première question, peut-être Sébastien qui se pose, c'est est-ce que c'est nécessaire d'aligner tous les pays parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu, et est-ce que ça apporterait réellement une plus-value et pour les consommateurs et pour toutes les parties prenantes et pour l'actionnaire de l'autre côté, d'aligner vraiment les missions dans chaque pays où Orange est présente. Je pense que ça, c'est la première question qui se pose. Hein. Et après, effectivement, c'est tout un travail où il faut écouter les parties prenantes, parler avec les parties prenantes, et où tous les organes de gouvernance doivent jouer leur rôle pour essayer d'arriver à une définition commune de l'objectif qu'elles veulent atteindre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond déjà un peu à votre question, Clarence. Oui, un peu, très bien. Sébastien, est-ce que vous avez des réponses sur ce qu'il aurait fallu faire, ou est-ce qu'il y avait des solutions, ou est-ce que de toute façon c'est un problème intrinsèque tellement insoluble que vous n'en avez pas non plus et que ce sera un cheminement au long cours?
Non, je pense qu'il faut, il faut être assez lucide. On peut effectivement on peut se fixer collectivement et l'ensemble des entreprises peut se fixer des objectifs et des buts communs. Je crois que notre premier but commun, euh, en tous les cas, doit se focaliser en ce moment à minima sur les questions environnementales. Alors bien sûr, la crise du Covid et la crise sanitaire nous a fait beaucoup oublier la question environnementale, mais je crois que ça doit être une préoccupation commune à l'ensemble des acteurs. Les fonds l'ont noté, les entreprises doivent s'en emparer. Dire que pour autant, il faut aller dans des logiques d'entreprise à mission ou de raison d'être, je pense que c'est extrêmement audacieux. Le cas d'Orange n'est pas un cas isolé. D'une part, des opérateurs de par le monde qui ont une importance, vous en avez 600. Peut-être pas tous ont une dimension internationale, mais beaucoup d'entre eux sont présents dans plusieurs pays avec des dynamiques très, très différentes. J'en ai cité quelques-uns en Europe, mais c'est vrai aussi pour les autres activités à infrastructure. Quand vous posez la question des réseaux, que vous preniez la question des réseaux de transport, où l'infrastructure est gérée par un acteur et ceux qui font circuler des trains ne sont pas les mêmes, les questions d'énergie, où les producteurs et les distributeurs ne sont pas les mêmes, et donc les logiques d'investissement et de concurrence et de préoccupation ne sont pas les mêmes, etc., etc. Donc, on voit bien en fait qu'il y a tout un pan de l'activité économique qui, dès lors qu'elle est soumise à des logiques de concurrence, et c'est la position qui a été retenue sur un centre de marché, et bien effectivement, là, on a une difficulté parce que les positions dans les pays ne sont pas les mêmes. Et donc, on est beaucoup plus en difficulté. On est beaucoup plus en difficulté que des entreprises, on va dire, qui sont plus homogènes, qui sont dans les logiques de produits qui sont un peu dissociés des infrastructures. Donc, je pense que sur les entreprises à infrastructure, c'est beaucoup plus compliqué. Je pense que l'ambition de la question ou de ces fameuses questions de raison d'être aurait dû être plus mesurée. Je crois que nous avons tous un but commun qui est de faire en sorte que notre planète ne brûle pas, tant par le réchauffement climatique, tant par une exploitation excessive de ses ressources minières ou autres, que ce soit en termes d'eau, d'océan, et donc, je pense que ça, notre responsabilité, elle doit être commune, elle doit être collective. Et je pense que la gouvernance ou nos gouvernances doivent s'orienter, quelle que soit la nature des agents économiques, à faire en sorte que notre planète ne brûle pas, parce que c'est notre bien commun. Notre planète est toute petite, elle est seule et elle n'est pas renouvelable. Donc, effectivement, on aurait dû se fixer des ambitions plus réduites. Alors après, évidemment, il peut y avoir des questions sur des raisons d'être plus sociétales, sur lesquelles, bien sûr, mais il y a eu des gros progrès qui ont été faits ces dernières années sur les questions du travail des enfants, dans la sous-traitance, sur ce type de sujet. Il y a eu des sujets dont les entreprises se sont emparées, elles l'ont fait et elles veillent aujourd'hui à faire que les sous-traitants étrangers ou des pays tiers fassent qu'on n'exploite plus la misère, qu'on donne des conditions de travail qui soient un peu plus correctes. Ces travaux-là ont été faits. Voilà. Maintenant, avoir voulu faire des entreprises à mission et demander à toutes les entreprises d'avoir une mission, je pense que c'est largement hors d'atteinte. C'est largement hors d'atteinte et que ce n'est pas la préoccupation, ça ne doit pas être la préoccupation essentielle de demain. Je pense que notre préoccupation essentielle de demain, c'est la sauvegarde de la planète. Et ça, c'est un enjeu qui est beaucoup plus facilement partageable et beaucoup plus facilement accessible. Et je dis même que nous, en tant qu'opérateurs, et en tout cas, c'est ce que nous on plaide, la question, par exemple, pour nous, n'est même plus de savoir si notre empreinte carbone diminue parce qu'en tant qu'entreprise, on fait diminuer notre empreinte carbone. La question est de savoir si nous, en tant qu'entreprise, on est capable de fournir et de délivrer des services qui vont faire que nos clients vont être en mesure de diminuer leur empreinte carbone grâce à nos produits et à nos services. Et donc, il faut arriver à ce stade-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à ce stade ultime qui est de dire qu'on ne crée des produits et des services que si ces produits et services permettent aux autres
d'améliorer leur empreinte environnementale. Et donc, je pense que c'est plus sur ces sujets-là qu'il faudrait que les gouvernants se penchent plutôt que sur des logiques de mission qui apparaissent quand même dans un certain nombre de cas. J'ai donné le cas des infrastructures, mais je pourrais en donner d'autres, apparaissent relativement inextricables pour les groupes internationaux et sur lesquels ça apparaît quand même parfois un peu dévoyé que certaines entreprises se fixent une mission alors qu'au final, elles assurent des besoins qui sont parfois très superflus. Je pense que c'est un peu, c'est pas très bien pour un débat, mais je suis malheureusement quand même d'accord avec Sébastien. Je veux dire, et dans le système belge tel qu'il a été défini aujourd'hui, la mission ou la raison d'être prévue maintenant par notre article 1er du Code n'est pas obligatoire non plus. Hein. Donc, c'est une option facultative des entreprises. Ce qui est par contre obligatoire, en tout cas pour les entreprises cotées, c'est cette poursuite d'une création de valeur durable. Alors, vous parlez de la planète, mais je pense que voilà, il y a effectivement tout ce qui est climat, transition énergétique, etc. Mais il y a aussi le coût social. Les entreprises, je l'ai déjà dit, je le redis, ont plusieurs rôles à jouer. Hein. Ils ne sont pas uniquement là pour sauver la planète. Ils doivent créer du bien-être et dans ce sens-là, effectivement aussi, il y a cet aspect de quand on crée un produit, il faut qu'il apporte au bien-être, il faut qu'il soit positif plutôt que négatif pour tout l'environnement dans lequel l'entreprise opère. Donc, est-ce qu'il faut nécessairement passer par la définition d'une mission? En tout cas, dans le système actuel belge, dans la gouvernance belge actuellement, ce n'est pas le cas. Je pense que là, c'est une petite différence avec la situation en France, qui est d'ailleurs source d'inspiration pour les autorités européennes, parce que je pense il y a quand même encore tout un paquet de régulations qui nous attend en matière de tout ce qui est durabilité et que, voilà, je pense qu'il y a encore des contraintes complémentaires qui vont être imposées aux entreprises en cette matière. Merci beaucoup pour ces réflexions complémentaires. Pas de souci au fait que vous ayez des points d'accord. Au contraire, ça permet d'enrichir avec finesse plus que dans du clash. Dans du clash, on n'a pas la culture du clash dans cette émission, juste du débat. J'ai proposé dans un article récent et volontairement provocateur de renoncer à l'exercice à la mode, qui est la co-construction, qui a lieu donc aussi chez Orange. L'idée n'était pas d'exclure les parties prenantes de l'exercice, bien entendu, mais plutôt d'éviter cet exercice de communication un peu convenu, et de le remplacer par un vrai vote des parties prenantes qui précède la mise en place d'une raison d'être adaptative. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre de cette idée? Sébastien? Moi, je pense que alors, la France a été traditionnellement marquée par ce qu'on a appelé la cogestion. La cogestion, c'est la gestion du passé. La co-construction, nous, on y est extrêmement favorable dès lors que ce n'est pas un exercice de communication. C'est-à-dire que nous considérons qu'aujourd'hui, les dirigeants des entreprises, ou en tous les cas ceux qui représentent le capital, n'ont plus la capacité à appréhender l'ensemble des enjeux qui concernent une entreprise, en tous les cas la leur. Après, on est aussi confronté à un phénomène tout à fait particulier, c'est une forme de déconnexion des élites. La chute du mur de Berlin a certes apporté une croissance généralisée depuis 30 ans dans la totalité des pays du monde. Pour autant, il n'en est pas moins vrai que les inégalités se sont creusées dans la totalité des pays. Donc, bien sûr, nous avons sorti plus d'1 milliard d'êtres humains de la situation de famine, mais dans le même temps, on a creusé des inégalités. Ces inégalités, elles se traduisent de fait par une déconnexion des élites, parce qu'on a des différences de salaire qui font que les élites n'appréhendent plus ce que c'est que le salaire standard
d'un ouvrier et donc sont décorrélés du monde réel. La co-construction, elle est absolument indispensable. C'est-à-dire que nous avons pour vocation à faire revenir une partie des décideurs au monde du réel et en lui rappelant que certes, il peut représenter le capital, certes, il peut avoir une vision de ce qu'est l'entreprise, mais il y a aussi un réel qui sont les personnels qui y travaillent, qui sont les clients qui expriment des demandes et des besoins, qui expriment des insatisfactions, et qu'à ce titre-là, il convient de co-construire l'entreprise. Alors évidemment, la question après qui est posée, c'est est-ce que dirigeants représentant le capital et représentants du personnel sont des acteurs suffisants pour organiser cette co-construction? La réponse est non. De toute façon, ça n'a jamais été le cas. La puissance publique a toujours existé. Donc, elle a toujours été présente. Elle a toujours été présente dans le débat. Elle est la représentante de la puissance publique de l'expression des citoyens et donc, en quelque sorte, aussi des consommateurs et des clients et au-delà des clients et des consommateurs. Donc, à ce titre-là, entre puissance publique, entre représentants du capital et représentants de la force au travail, on a en fait les parties prenantes. Alors, comment inviter la puissance publique dans des débats très opérationnels? C'est un exercice assez classique. Hein. La puissance publique légifère et les acteurs sociaux, discutent entre eux pour savoir quelle est la conduite de l'entreprise. On a des modèles assez intéressants. On a le modèle allemand où les conseils d'administration sont composés à 50% de représentants du personnel et à 50% de représentants du capital. Et la stratégie de l'entreprise doit être définie de façon commune. Ce qui a fait aussi, par exemple, que l'Allemagne a choisi, de par cette situation-là, de se positionner sur une industrie qui est un peu plus haut de gamme parce qu'ils ont fait le choix d'investir sur la valeur des individus, des personnels, et puis de délaisser ce qui nécessitait moins de formation et qui était soumis à une compétitivité mondialisée. Donc, on voit bien qu'en fait, le modèle de la construction, s'il n'est pas habillé, entre guillemets, d'une forme d'apparat de communication, peut être un modèle vertueux. Parfois très dévoyé, parfois utilisé à tort et à travers. Mais en tous les cas, la loi Pacte est un élément supplémentaire. Nous avons l'idée, enfin nous pensons en tous les cas, nous avons l'impression que nous sommes en capacité. Alors certes, nous sommes une organisation syndicale importante, on est la première organisation syndicale, on est aussi représentant des salariés actionnaires qui sont importants chez nous, qui sont une représentation importante chez nous. Donc, on a le sentiment qu'on peut peser sur cette co-construction, mais évidemment, c'est un exercice extrêmement difficile parce que ça nécessite d'être en capacité de proposer. Et la culture française, c'est un de ses grands défauts, c'est une culture de la confrontation sociale. Donc, la co-construction, c'est évidemment, ça vient en contre-lumière, en quelque sorte, du modèle de confrontation et qui dit c'est le rapport de force qui va permettre de faire avancer une entreprise. La réponse est non. Nous considérons que la co-construction, elle peut se manifester à certains moments par des rapports de force. Il n'en reste pas moins qu'elle peut exister, mais pour ça, elle nécessite de l'expertise de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ça aussi le vrai risque, si on ne veut pas que ce soit dévoyé en simple outil de communication, s'assurer que l'ensemble des parties prenantes ont un niveau de formation et d'information suffisant pour pouvoir dialoguer sereinement. Merci Sébastien. Sandra? Ce n'est pas facile, évidemment, pour moi, comme pour nous, je dirais, comme question. C'est fascinant d'écouter Sébastien sur ce point parce que nous n'avons en Belgique ni la culture, ni l'expérience de la codétermination. Donc,
nos conseils d'administration n'ont pas de partie prenante obligatoire à bord. La seule voix, je dirais, au sein des conseils qui est légalement obligatoire, qui défend les intérêts des parties prenantes, étant les administrateurs indépendants dans les sociétés cotées. Donc, les sociétés cotées doivent avoir des administrateurs indépendants à bord. Les sociétés non cotées, non. Donc, la prise en compte de l'intérêt des parties prenantes aussi dans le cas d'une éventuelle définition d'une raison d'être, ce qui se fait par les actionnaires sur proposition éventuellement du conseil d'administration et du management, se fait par les administrateurs avec des administrateurs indépendants. Et alors, la seule qui a, selon le code de gouvernance d'entreprise à nouveau, la recommandation, et le code de gouvernance d'entreprise chez nous, c'est du comply or explain, la recommandation d'avoir une approche inclusive et d'inclure les parties prenantes. Donc, le code dit il faut les inclure dans l'exercice, mais il ne dit pas comment. Donc, il appartient aux entreprises, entreprise par entreprise, en fonction de leur fonctionnement, de leur finalité, de leur activité de secteur, etc., d'aller définir comment ils vont inclure les parties prenantes. Donc, voilà, on n'a ni d'expérience positive, ni d'expérience négative avec la co-construction qui est plus obligatoire, puisqu'on n'en a tout simplement pas. Et donc, ça se fait aujourd'hui sur base d'une recommandation du code de gouvernance et par d'autres moyens. Hein, on organise d'autres moyens de dialogue avec les parties prenantes, mais qui ne sont pas des dialogues obligatoires. Voilà. Là aussi, il y a une certaine évolution parce qu'on entend quand même de plus en plus de voix, aussi en Belgique, d'avoir une implication, je pense, de manière plus structurelle des parties prenantes au sein du Conseil. Peut-être un autre élément important, c'est que, outre les administrateurs indépendants, il y a une recommandation aussi du Code de gouvernance qui dit que chaque administrateur doit avoir l'esprit indépendant et doit tenir compte donc des intérêts des parties prenantes dans le processus de décision. Merci beaucoup, Sandra. Alors, j'avais une dernière question et ça tombe bien, elle correspond à une question du public. On me demande sur YouTube que pensent les invités de l'affaire Danone, et ma dernière question, souhaitez-vous commenter les problèmes rencontrés par Danone et par Emmanuel Faber dans les fonctions de président et de DG viennent d'être dissociées? Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça? Sébastien y a fait une courte référence tout à l'heure déjà. Oui, moi je peux reprendre. Enfin, ça, je laisse Sandra s'exprimer peut-être sur la question d'abord, mais je peux vous donner notre avis. Je pense que voilà, ce n'est pas dans nos habitudes de faire du naming and shaming, donc je ne vais pas donner un avis très détaillé sur ce qui se passe chez Danone. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le fait de dissocier la fonction de président et de CEO est une bonne pratique de gouvernance. Après, voilà, j'ai lu aussi dans la presse que peut-être la presse en Belgique est peut-être un peu moins détaillée que la presse en France sur le cas de Danone, hein, parce que c'est un grand exemple au niveau de la mission. Et voilà, maintenant, tout le monde est beaucoup plus critique, surtout les actionnaires activistes. Que ce serait juste uniquement en nom qu'on a dissocié les fonctions, etc. Voilà, ça évidemment, c'est difficile d'en juger. En tout cas, le fait de dissocier voilà, est une bonne pratique de gouvernance et donc je pense que ça peut certainement contribuer à une solution. Après, voilà, il faut attendre et voir comment les actionnaires vont réagir. Hein. Entreprendre à un upside a aussi un downside et parfois il faut un peu patienter et attendre un peu pour que les choses se calment pour voir plus clair. Je pense que ça aussi c'est une bonne leçon de gouvernance qu'il ne faut pas toujours jump to conclusions. Mais je laisse volontiers la parole à Sébastien qui a, je vois aussi,
un point de vue à partager. Oui, merci. Moi, je pense que l'affaire Danone est assez révélatrice d'un certain nombre de sujets de société. Et quand je dis de sujets de société, c'est de la société avec un grand S. La question qui peut être posée et qui mériterait d'être posée, c'est peut-on aujourd'hui, au regard de la complexité du monde, au regard de l'étendue des grandes entreprises, avoir un président directeur général qui assure à la fois les fonctions de représentation et les fonctions opérationnelles au quotidien? C'est une vraie question. Si on prend, et moi je prends l'exemple d'Orange parce que je les connais en termes de chiffre d'affaires, Orange c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est à peu près donc 200 millions d'euros par jour travaillés, on va dire si on suppose un peu moins de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires qui sont réalisés par jour travaillé du président du directeur général. Donc vous imaginez le nombre de décisions qui doivent être prises dans la journée. Alors, bien sûr, on peut déléguer, mais la question a le mérite d'être posée. Et donc, chez Danone, évidemment, même si le chiffre d'affaires est, je crois, un peu moins conséquent, il n'en reste pas moins qu'on est quand même à des rythmes extrêmement soutenus de prise de décision et d'organisation. Donc, dès lors, les questions qui méritent d'être posées, elles ont existé. Hein. On a des modèles dans les sociétés de type conseil de surveillance et directoire, où en fait, on laisse au conseil de surveillance la relation avec les actionnaires, la relation avec les parties prenantes, et puis on laisse au directoire la fonction d'opérationnalité et de quotidien et de faire qu'on n'ait pas cette espèce de 360 degrés qu'on demande en permanence à des PDG qui sont à la fois de prendre la parole dans les médias, à la fois, le cas échéant, de prendre la parole sur des questions sociétales et de se retrouver à prendre un avion pour sauter d'un bout à l'autre du monde. Alors, vous allez me dire, en ce moment, on saute plutôt d'une visio à l'autre que d'un avion à l'autre, mais il n'en reste pas moins que le contact humain, que la compréhension du terrain est une réalité nécessaire. Et donc, finalement, est-ce que dans l'accroissement progressif des tailles des grandes entreprises et de la complexité du monde, de la multiplicité des pays dans lesquels ces grandes entreprises se sont installées, est-ce que finalement, le rôle du président directeur général peut être encore un rôle qui subsiste? Et est-ce qu'il ne vaut mieux pas des tandems? Alors évidemment, des tandems, ça veut dire, on a la méthode anglo-saxonne, chairman CEO, qui est une solution. On a en France la dissociation président-directeur général. On a d'autres modèles allemands, plutôt conseil de surveillance directoire, qui existent aussi. Et donc, cette dissociation, elle ne doit pas être vue comme une dissociation, mais au contraire comme l'organisation d'un tandem en capacité de relever l'ensemble des enjeux et l'ensemble des défis qu'une entreprise a. Et donc, d'avoir un partage des rôles, des missions qui, bien sûr, se fassent en coordination, en cohérence, mais qui rendent au final, dans cette gouvernance, le système beaucoup plus stable et beaucoup plus fort. Alors, évidemment, la problématique d'un tandem, comme dans tout couple, c'est qu'il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des crises, il peut y avoir des dissensions, il peut y avoir des affrontements. Et on l'a vu, on a eu quelques cas qui ont existé. On a vu quelques cas qui ont existé chez Engie. On a vu d'autres cas. Donc, ça peut être aussi une source de conflictualité. Mais il n'en reste pas moins que la question de la représentation et de l'incarnation de l'entreprise devient quelque chose de plus en plus difficile à tenir avec une maîtrise opérationnelle du quotidien. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, où on a une espèce de sursollicitation et de surreprésentation des présidents des entreprises en termes de représentation, qui est extrêmement chronophage, ça devient difficile pour eux d'être aussi à la fois l'opérationnel qui va décider toutes les 10 minutes, toutes ces 5 minutes d'une décision à 10, 15, 20, 30 millions d'euros. Et je crois qu'effectivement, ça doit nous faire réfléchir sur la façon dont sont organisées les gouvernances au sein des entreprises. Est-ce qu'on peut encore avoir des présidents directeurs généraux
Nous ne le pensons pas. Nous pensons, ça fait très longtemps que nous pensons qu'il faut dissocier ces fonctions, la fonction de représentation, éventuellement de projection, d'organisation des perspectives, d'organisation du dialogue avec les parties prenantes, à commencer par les actionnaires, et puis une concentration sur l'opérationnel. Alors sans doute, la concentration sur l'opérationnel est-elle moins visible des médias? Sans doute est-elle dans la société du spectacle moins fascinante. Il n'en reste pas moins que les directeurs généraux, ou en tous les cas que les opérationnels ont un grand rôle à jouer parce que ce sont eux qui vont être en capacité de se préoccuper du fonctionnement des équipes, du quotidien. Tandis qu'effectivement, la fonction de représentation est peut-être plus sous les flashs et sous les feux de l'actualité, peut-être plus valorisée dans notre monde surmédiatisé. Mais il n'en reste pas moins que ce sont deux fonctions qui sont aujourd'hui très différentes et quand elles sont cumulées, sont difficilement tenables et aboutissent à des vraies difficultés. Alors maintenant, évidemment, la question Danone se double bien sûr d'une autre question qui est le rôle des actionnaires qui sont loin d'être tous alignés entre des actionnaires qui sont sans doute plus sensibles à des questions de long terme et des actionnaires qui sont plus sensibles à des questions de court terme. Et donc, de fait, des dissensions ou des positions différentes peuvent s'exprimer et qui, évidemment, font que ce n'est pas simplement la gouvernance de l'entreprise qui est en cause, mais c'est aussi les questions et les différences d'appréciation des actionnaires de référence des différents acteurs. Et on peut catégoriser les entreprises de trois natures différentes. Les entreprises familiales, sur lesquelles on a un noyau familial solide, ancré, structuré, qui va gérer du long terme parce que quelque part, il gère une vision patrimoniale long-termiste. Ça, c'est une première catégorie. On a une deuxième situation qui sont les entreprises, et en particulier en France, où l'État est très présent et où là, ça interroge parce que l'État est très ambivalent dans ses positions en demandant aux entreprises dans lesquelles il a une position d'assurer parfois certaines missions. Et à contrario, on peut avoir l'impression qu'à chaque changement de gouvernement, en fait, en réalité, on a changé d'actionnaire, puisque les positions des gouvernements vis-à-vis des entreprises dans lesquelles l'État détient une participation n'est plus la même. Et donc, évidemment, ça relève finalement d'une sorte de changement d'actionnaire, quand ce n'est pas les ministres qui sont les ministres de tutelle qui eux-mêmes changent à un rythme encore plus soutenu. Donc, évidemment, ça interroge. Et puis, on a la troisième catégorie où on n'a pas d'actionnaire de référence et on n'est évidemment pas dans le cas de l'entreprise familiale. Alors, parfois, on a certains fonds qui jouent ce rôle de l'entreprise familiale, mais on a des entreprises qui sont plus, dont l'actionnariat est plus éparpillé, plus disséminé et qui, évidemment, sont plus perméables à des offensives et des affrontements entre des investisseurs court-termistes et des investisseurs long-termistes, si on peut dire comme ça, et qui évidemment créent des secousses sur la gouvernance de l'entreprise en exigeant des résultats ou une stratégie à court terme. Et donc voilà, et donc je pense que Danone, indépendamment de la personnalité des protagonistes en jeu et des questions d'individus, se trouve dans cette double situation. Un président directeur général peut-il à la fois incarner et gérer opérationnellement? Oui, s'il est un surhomme. Non, si l'entreprise est très importante, ça devient de plus en plus difficile. Et puis, de l'autre côté, quand on a un actionnariat éclaté, ce qui est en l'espèce le cas de Danone, évidemment, la stabilité de la gouvernance interne se trouve perturbée par le caractère instable de l'actionnariat. Et juste rajouter qu'en Belgique, les fonctions de l'opérationnel du CEO et du président du conseil sont clairement séparées et tout le monde, et c'est obligatoire pour les entreprises cotées, obligatoire, c'est à nouveau du Comply or Explain, mais il n'y a quasiment personne qui remet ça en question. On a généralement admis que c'est une bonne pratique de gouvernance.
Et en général, ça se passe bien. Évidemment, Sébastien le souligne à juste titre, il faut que l'entente soit bonne, il faut qu'ils travaillent bien ensemble, il faut que le tandem marche. Mais dans la plupart des cas, c'est le cas et c'est très fructueux pour l'entreprise, effectivement. Donc, entièrement d'accord sur ce point. Il y a peut-être un côté trop latin en France à refuser cette dissociation qui effectivement a sans doute fait ses preuves dans de nombreux pays. Une dernière question assez iconoclaste du chat sur YouTube. La raison d'être peut-elle s'affirmer ou oser s'affirmer en opposition avec l'intérêt général? Est-ce que l'un de vous deux a envie de commenter cette question? Oui, Milton Friedman vous le dirait, c'était sa position. La raison d'être ou la responsabilité sociale d'une entreprise, c'était selon lui la maximisation du profit pour l'actionnaire. Est-ce que la maximisation du profit pour l'actionnaire est conforme à l'intérêt général? Je ne le crois pas. Il est favorable à l'actionnaire et pas à l'ensemble des autres parties prenantes. Ce n'est pas non plus oui, contraire à l'intérêt général. Non, ce n'est pas contraire, mais en tous les cas, ce n'est pas forcément, ça ne prend pas forcément en compte l'intérêt général. Donc, dans le cas de certaines entreprises, on voit tout à fait que je ne donnerai pas d'entreprise, mais enfin, mais on a par exemple de façon très claire des fonds d'investissement qui ont eu pour ligne de conduite de se désengager d'entreprises dont elles considèrent que leurs activités sont contraires à l'intérêt général. Bon, alors, sans aller très loin, sur des questions de santé, par exemple, il y a des acteurs il y a des fonds qui ont dit nous n'investirons pas dans des entreprises dont il est avéré que les produits sont on va dire, préjudiciables à l'état de santé de leurs consommateurs. Bon, et donc, vous avez d'autres fonds qui disent nous n'investirons pas dans des entreprises d'armement car nous considérons que l'armement, s'il est utilisé, n'a pas une finalité très positive. D'où euphémisme. Donc, voilà. Donc, que dire? Et moi, je n'ai pas été iconoclaste, j'ai veillé à être très modéré, mais je dirais, je souhaite bien du plaisir à une entreprise qui fabrique de l'armement, de trouver une raison d'être qui soit autre que celle de la novlangue de 1984, qui disent que la guerre, c'est la paix. Parce que je me demande bien ce qu'on peut dire quand on fabrique des missiles, je ne parle pas de missiles nucléaires, mais des simples missiles, ou quand on fabrique des chars d'assaut, ou quand on fabrique… Et je me dis, qu'est-ce qu'on peut avoir comme raison d'être, si ce n'est la guerre, c'est la paix, ce qui est quand même assez orwellien. Mais vous m'avez demandé d'être iconoclaste à la fin, donc je le suis. Merci Sébastien. Sandra, vous aviez un commentaire à ajouter? Ben non, pas spécialement, parce que je pense que c'est une question franco-française, hein, puisque nous n'avons pas cette obligation de définir la raison d'être. Donc ceux qui ont une raison d'être qui est contraire ou qui serait contraire à l'intérêt général, ben, ils vont s'abstenir. C'est aussi simple que ça. Donc, ils seront punis, oui, ils seront punis par les investisseurs, ils seront punis par les clients, ils seront peut-être punis par les tribunaux s'ils violent certaines législations, mais ils n'auront pas d'impact immédiat. C'est possible en théorie. Eh bien, je vous remercie tous les deux infiniment pour ce brillant débat qui m'a semblé une nouvelle fois vraiment passionnant. On a abordé énormément de sujets qui, j'espère, vont parler aux auditeurs, aux spectateurs, aux téléspectateurs qui auront la chance de se replonger dedans. Donc, une nouvelle fois, merci, un grand merci. Le mois prochain, dans Purpose Info, nous recevrons Philippe Zawati, le PDG de Mirova, et le professeur Beat Burgenmeister pour un débat sur la finance durable. D'ici là, j'invite tous les auditeurs et tous les téléspectateurs à s'abonner au podcast et à la chaîne YouTube de 3Com.
encore merci d'avoir été nombreux quand même en direct à suivre ce débat aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Tenez-vous bien. Au revoir. Merci encore à vous deux. Bonne journée.